Salut à tous, j'espère que vous allez bien et la bienvenue au L2 principalement puisqu'ici un petit peu comme on l'a fait il y a quelques semaines, là je récupère au second semestre des étudiants de L2 sur un module ou un cours qui s'intitule plutôt Histoire du cinéma français qui est un TD pour être plus précis, et l'idée c'est que la partie cours je vais la faire donc ici sur cette chaîne pour qu'ils y aient accès en attendant en tout cas que les cours reprennent en présentiel à la faculté. Alors, ceci étant dit, encore une fois, je laisse sur la chaîne pour que vous puissiez, si ça vous intéresse justement, continuer à suivre ça, parce que, étant donné encore une fois que le thème, la thématique de la chaîne, en plus de la magie, un petit peu de jeux vidéo, c'est le cinéma, l'idée c'est que les cinéphiles, ceux qui s'y intéressent, peuvent trouver ici une petite source de découverte, de connaissances, en tout cas j'espère que ça vous plaira. Donc, la bienvenue aux futurs étudiants de L2, encore une fois, que j'espère pouvoir rencontrer d'ici quelques semaines pour pouvoir continuer le cours. Le cours au passage va se dérouler en deux parties. Une première partie de cours fondamentalement, qui est simplement un ensemble d'éléments historiques, de connaissances, en essayant de distiller ce qui me semble être le plus important à retenir, encore une fois dans l'histoire du cinéma français, donc on va monter vraiment aux origines pour arriver, alors ça on le verra plutôt en cours pour le coup, vers l'époque contemporaine, mais l'idée encore une fois, ça va être dans un premier temps de livrer ce bagage-là, puis ensuite de prendre deux extraits de films de la période évoquée, pour prendre le temps d'en livrer une courte analyse qui est finalement une mise en pratique des théories ou des éléments on va dire formels de l'époque en question qui se manifestent à travers cet extrait-ci. Donc aujourd'hui, pour cette première étape, nous allons nous intéresser à l'époque, à la période si vous voulez 1895-1929, à savoir du cinéma muet, de son avènement, de ses origines, jusqu'au cinéma parlant. Donc pour débuter, pour introduire, il est important de noter évidemment que le cinéma muet, parce que c'est une expression singulière, si vous voulez, d'expression cinématographique, va jouer un rôle décisif dans l'histoire mondiale du cinéma, par l'influence, si vous voulez, qu'il va avoir sur ses formes et son esthétique. Les premières approches, si vous voulez, historiques et critiques du cinéma vont d'ailleurs très vite apparaître, et d'ailleurs dès les années 1920. Et finalement, c'est l'apparition du parlant, qu'on verra dans le prochain podcast, si je puis dire, en 1929, qui va constituer une véritable coupure, une rupture entre deux formes d'expression artistique et cinématographique, puisque de fait, l'expression cinématographique sans le son, si vous voulez, sans la parole, il va falloir tout faire pour pouvoir exprimer ça autrement, par d'autres biais. On a déjà parlé sur cette chaîne d'expressionnisme allemand, où finalement c'est l'extérieur, c'est le décor, c'est, si vous voulez, le surmaquillage des personnages, le surtravail justement par le biais des contrastes sur les expressions du visage, encore une fois renforcé par un maquillage qui est excessif, qui est censé faire transpirer les émotions internes, les états d'âme internes des personnages, parce que de fait la parole ne peut pas le permettre puisque le cinéma de fait est muet. Donc si vous voulez, l'émergence de cinéma parlant en 1929 et la transition qui va grossièrement de 1929 à 1932 va de fait constituer encore une fois une rupture très très radicale, un changement rigoureux d'expression au cœur du médium cinématographique. Donc évidemment, dans un premier temps, il paraît quand même important de rappeler que, étant donné qu'on est dans un cours d'histoire du cinéma français, on va étudier les origines du cinéma très franco-français, si je puis dire. Même s'il convient quand même de rappeler que la France est un des berceaux de l'expression cinématographique, évidemment. Mais je reviendrai un petit peu peut-être très rapidement sur Thomas Edison un petit peu aussi après, mais ce qui m'importe encore une fois ici, c'est vraiment le côté berceau très français, si je puis dire. Donc il est important de noter dans un premier temps que la fin du XIXe siècle va voir la France fournir plusieurs pionniers importants au début de l'art cinématographique. Alors avant d'arriver aux frères Lumière, il paraît important de poser dans un premier temps Émile Reynaud et son théâtre optique. Alors faut dire qu'Émile Reynaud c'est un dessinateur et un bricoleur qui avait déjà inventé en 1829 le praxinoscope, entre autres. Je pense que vous connaîtrez, je vous mettrai une petite image parce qu'on est dans un podcast illustré, donc il y aura de quoi faire visuellement, qui dans un premier temps, si vous voulez, relève plus du jouet optique que de la machine qui permettra justement un projet plus ambitieux que lui pour le coup va mettre en œuvre 15 ans plus tard, 15 ans à réaliser et à assembler pour enfin en 1892 présenter son théâtre optique que le musée Grévin à Paris acceptera d'héberger dans l'une de ses salles, le fameux cabinet fantastique. Alors en ce qui concerne, si vous voulez, le fonctionnement de ce théâtre optique, je vais me permettre de citer Marie-France Briselance et Jean-Claude Morin
dans Grammaire du cinéma, qui est un ouvrage qui est sorti en 2010, dans lequel finalement ils décrivent très bien le système d'Émile Reynaud. Donc je vous cite simplement, j'essaierai de faire apparaître justement la citation si vous voulez prendre des notes à ce sujet-là. Donc Émile Reynaud utilise un support vierge de toute émulsion photosensible, car il peint ses personnages directement sur le support, avec des encres transparentes à l'aniline, technique déjà employée pour les plaques de verre des lanternes magiques. Donc, si vous voulez, il y a un lien direct avec les lanternes magiques, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Autour des personnages, le support est recouvert d'encre noire, la lumière ne peut passer qu'à travers les dessins. Les dessins coloriés sont projetés par rétroprojection sur un écran transparent grâce à des miroirs tournant devant une lanterne à pétrole qui éclaire violemment à travers chaque dessin. Et encore une fois, là on est très proche du fonctionnement de la lanterne magique. Les bandes comportent une unique perforation centrale par dessin. Ce ne sont pas les perforations qui font défiler la bande, ce sont les bobines, débitrices et réceptrices. Donc vous avez des bobines, au passage aux deux bouts, aux deux extrémités de ce système. Quand on les mouline à la main, les perforations ont une autre mission, celle d'entraîner, de faire tourner les miroirs qui permettent de projeter les vignettes les unes à la suite des autres. Donc si vous voulez, on a affaire au premier dessin animé dans une certaine mesure, si vous voulez, de l'histoire du cinéma, et les premières projections sur grand écran. Puisque si vous voulez, en plus c'est important, les séances sont payantes, donc finalement on fait des recettes, et ce sont les premières recettes de l'histoire du cinéma, puisque si vous voulez, Edison va de son côté ne commercialiser son kinétoscope qu'en 1894, soit 2 ans après Émile Reynaud. Si vous voulez, le musée Grévin de son côté va être dans une certaine mesure, au passage, puisqu'il va accueillir le travail d'Émile Reynaud, la première salle du cinéma au monde. De 1892 à 1900, Reynaud va s'atteler à ce qu'il appelle ses pantomimes lumineuses. Ça dure grossièrement de 1 à 5 minutes chacune, mais si vous voulez, leur durée, elle est étirable, puisque ça va dépendre du projectionniste, de la vitesse à laquelle il va aller. Il y a une possibilité d'arrêter l'image, pour donner un petit peu plus d'importance, des informations un petit peu plus détaillées sur l'histoire, revenir en marche arrière, repartir, revenir, recréer, etc. Si vous voulez, il y a ces courtes séquences, ces courtes scènes, vont être plus ou moins improvisées par le projectionniste qui va jouer justement avec ses bobines pour pouvoir, je vais mettre projectionniste entre guillemets, justement pour pouvoir manipuler un petit peu et se fait un peu à l'improvisade. Bon, un seul inconvénient qui est là et de taille, si vous voulez, c'est que les pantomimes lumineuses ne peuvent pas fournir de copies, car tous les films photographiques de l'époque sont en noir et blanc, et la colorisation à l'aniline utilisée pour poser des taches colorées sur les personnages ne pouvait pas rendre la délicate palette de couleurs de Reynaud. Donc il n'y a pas de copie possible, il n'y a qu'un exemplaire des pantomimes lumineuses de Reynaud. Donc le théâtre optique, si vous voulez, est donc condamné à un contrat, si vous voulez, avec la salle de projection en question, et pour des raisons techniques va demeurer dans cette unique et seule salle. Au début du XXe siècle, il faut quand même noter que Reynaud va abandonner face à l'arrivée des films en 35 mm qui vont triompher et qui vont détruire finalement tous ces espoirs en fait de mener encore plus loin ces expérimentations, et par dépit, par désespoir, Reynaud va détruire l'intégralité de ses films et sa machine. Alors, par miracle, si vous voulez, il y en a 2 qui vont rester, qui vont échapper à ce suicide artistique, Pauvre Pierrot et Autour d'une cabine. Dès lors, venons-en peut-être aux auteurs que vous connaissez le mieux pour le moment, sont les frères Lumière évidemment, mais il me paraît important dans un premier temps de revenir sur le concept de lanterne magique, qui est un petit peu à la base finalement de toutes ces expérimentations, celle d'Émile Reynaud, mais évidemment celle des frères Lumière, sur lesquels ils vont travailler, ils vont expérimenter pour aller plus loin. Donc pour revenir à la lanterne magique, c'est fondamentalement un outil de magicien à l'origine, mais je rappelle évidemment qu'il y a une très très forte proximité entre l'histoire de la magie, c'est bien puisque c'est une thématique aussi de la chaîne, et l'histoire du cinéma. Eu égard, encore une fois, on en parlera un petit peu après avec Méliès, évidemment, qui était magicien évidemment aussi. Mais si vous voulez, pour revenir à la lanterne magique, comme fondamentalement outil de magie, si vous voulez, magicien, j'entends prestidigitateur, le même principe, si vous voulez, régit, si vous voulez, le théâtre d'ombre et la lanterne magique. Si vous voulez, pour être très simple, on a des silhouettes qui sont projetées sur une toile ou sur une muraille blanche à l'aide d'une source lumineuse. C'est très simple, hein. Et finalement ça ramène un petit peu à Émile Reynaud. Alors évidemment, Émile Reynaud c'est plus complexe, mais on est dans quelque chose, un fonctionnement de base qui est assez similaire. Cependant, si vous voulez, tandis que les théâtres d'ombre utilisent des marionnettes ou des acteurs dont on va projeter la silhouette sur une surface blanche, la lanterne magique permet de projeter ou d'agrandir des silhouettes gravées ou peintes sur du verre. Donc la lanterne magique, si vous voulez, elle fut découverte et perfectionnée au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle par le père Athanas Kircher en Allemagne et par le père de Chasles en France. Comme tous les théâtres d'ombre, si vous voulez, la lanterne magique ne peut prendre la troisième dimension, mais permet justement d'animer les images
fixe. Au 19e et au 20e siècle, elle est éclairée par une bougie ou par une lampe à pétrole. Pendant le siège de Paris, au passage c'est intéressant de le noter, en 1871, la lanterne magique va servir en quelque sorte de microscope pour agrandir les messages des pigeons voyageurs. Pareil, on est très proche du praxinoscope, on est sur un jeu, si vous voulez, un jeu qui joue d'une illusion d'optique, proprement parler, c'est une illusion du mouvement. Et je reviens au passage, c'est vrai que je parlais du théâtre d'ombre, on peut revenir à la base de tout ça, c'est le mythe de la caverne, fondamentalement de Platon, cette projection d'images sur un mur, que le personnage spectateur assimile à la réalité, alors que c'est une réalité alternative. Et à partir de là, je vous rappelle que le mythe de la caverne, c'est un petit peu comme l'image cinématographique qui capte notre regard, qui emprisonne notre regard, et dont il faut se libérer, évidemment. Alors bien sûr, là on touche à des théories qu'on trouve chez Platon, à la question de la dégradation ontologique, que l'art dégrade l'essence des choses. Là on va pas aller jusque là pour le moment, on reste dans quelque chose de plus historique, encore une fois, sur la manière en tout cas dont le théâtre d'ombre va passer, si vous voulez, par évolution à la lanterne magique. Donc pour revenir à cette idée-là, on avait donc cette combinaison entre le principe de la lanterne magique et le zootrope, qui est lui-même issu du perfectionnement de ce qu'on appelle le phénakistiscope, qui se base sur la persistance rétinienne, justement, et qui permet, par le biais de ces disques de carton qui sont percés de fentes, pouvait servir à la reconstitution du mouvement en partant d'une série de dessins. Si vous voulez, ainsi les images qui étaient projetées donnaient cette impression de mouvement, de figures, des dessins qui sont animés, de fait. Donc si vous voulez, la lanterne magique va permettre la projection en grand, en une taille supérieure justement, devant pourquoi pas un public, de ces images animées sur la base du zootrope, du phénakistiscope, etc. Donc pour revenir aux frères Lumière, Auguste et Lumière, ils vont mettre au point le cinématographe au cours de l'année 1894. Encore une fois, 2 ans après les premières expérimentations, en tout cas sur les pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud, qui vont grossièrement durer de 1892, je disais, à 1900. Avec l'aide de leur mécanicien, donc Charles Moisson, ils vont mettre au point cette machine. Ça va permettre des prises de vue photographiques animées. Si vous voulez, là on sort de cette idée du dessin animé par le biais de la persistance rétinienne qui va créer, par le biais de ces disques qui tournent, l'impression du mouvement. Là on travaille plutôt sur des prises photographiques et non dessinées. Et leur projection sur un écran par l'adjonction, si vous voulez, d'une lanterne magique. Donc qui va servir justement, encore une fois, un petit peu, comme ce qu'on disait tout à l'heure, à la projection de ces images photographiques animées sur une surface, quelle qu'elle soit, pouvoir l'agrandir et donc pouvoir être projeté devant un vaste public. Et en plus, à partir de ça, vous avez aussi le tirage de différentes copies, ce qui était impossible avant chez Émile Reynaud. Donc, ils ont été fortement encouragés par leur père, Antoine Lumière, qui a pu assister à Paris en septembre 1894 à une démonstration du kinétoscope de Thomas Edison. Alors, le problème du kinétoscope, évidemment, c'est que c'est une projection individuelle. Vous aviez un petit œilleton dans lequel vous regardiez et puis vous pouviez voir ces films qui étaient enregistrés avec le kinétographe. Et vous voyez, c'est 2 appareils qui étaient inventés par Edison et son ingénieur au passage William Kennedy. Donc on fait une toute petite, si vous voulez, parenthèse hors France, qui vont justement de leur côté exploiter, et qui avaient été exploités d'abord aux États-Unis par Edison, mais qui vont exploiter et chercher justement à remettre pour pouvoir être retravaillés, pour qu'ils puissent être projetés devant un grand nombre. Au passage, de son côté, Edison lui projetait ça dans ce qu'on appelle il ne les projetait pas justement, et c'était plutôt, on glissait notre œil encore une fois dans ce petit œilleton pour regarder ces films dans ce qu'on appelle les kinétoscopes parlors. Pour ce qui est un petit peu de leur démarche progressive, le père des frères Lumière, donc Antoine Lumière, va montrer un fragment de film souple 35 mm perforé que lui avait offert, si vous voulez, l'envoyé de Thomas Edison à Paris. Et dans une certaine mesure, ce que les frères Lumière vont faire, c'est qu'ils vont pas faire d'une contrefaçon, mais ils vont travailler quelque chose d'un petit peu différent. Comme Edison, ils vont se fournir de films souples de 70 mm de large auprès de l'industriel américain George Eastman, par l'intermédiaire anglais. Ils le découpent en galettes de 35 mm de large, mais alors qu'Edison a doté sa pellicule de 4 perforations rectangulaires à gauche comme à droite de chaque photogramme, qui est le film 35 mm encore utilisé aujourd'hui, les frères Lumière dotent la leur d'une seule perforation ronde à gauche et à droite de chaque photogramme, une disposition fragile qui sera par la suite abandonnée. D'autre part, si vous voulez, lors de son voyage à Paris, Antoine Lumière avait pu aussi admirer les pantomimes lumineuses d'Émile Reynaud. Si vous voulez, il y a ces 2 origines-là qui sont là, qui permettent justement aux frères Lumière d'aller plus loin, d'essayer d'expérimenter sur ces bases. De retour à Lyon, Antoine Lumière oriente les recherches de ses fils vers la projection sur grand écran de vues photographiques animées.
Donc si vous voulez, la partie, si vous voulez, prise de vue photographique animée, les frères Lumière vont l'emprunter, encore une fois sans contrefaçon, à Thomas Edison, et le fait de pouvoir projeter, ce que Thomas Edison ne faisait pas, le père des frères Lumière, Antoine Lumière, va ramener cette idée d'utiliser grossièrement la lanterne magique pour pouvoir projeter ces images photographiques animées sur grand écran. A noter donc pour les dates importantes que le 13 février 1895, les frères Lumière vont déposer le brevet du cinématographe. Le 22 mars 1895 est marqué par la projection privée à Paris à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, la sortie de l'usine Lumière à Lyon. Après une tournée triomphale en France, devant des spectateurs choisis, les frères Lumière se lancent dans la commercialisation de leur invention. Notons également que le 28 décembre 1895, si vous voyez tout va très vite, la première projection publique et payante de leur film se déroule à Paris, dans le salon indien du Grand Café, 14 boulevard des Capucines. Au programme notamment, on trouvera l'arroseur arrosé, le repas de bébé, et évidemment la sortie de l'usine Lumière. Pour ce qui est des chiffres, on va faire ça très rapidement. 35 spectateurs payants sont recensés le premier jour, 35 francs de recettes et 5 francs de bénéfices pour un loyer fixe à 30 francs. L'affaire est finalement assez peu rentable. Mais après, si vous voulez, les articles élogieux de la presse parisienne, 2000 à 2500 personnes vont se presser pour découvrir tous les jours l'invention des frères Lumière. Donc le loyer restant fixé à 30 francs par jour pour une durée minimum d'un an, contrat oblige, l'affaire est commercialement à terme beaucoup plus rentable. Donc les vues photographiques animées des frères Lumière, ce que les frères Lumière appellent au passage les bobinaux de films, durent moins d'une minute chacun et ne comportent qu'un seul plan. Un mot finalement qui n'a pas de sens, parce que tant qu'il n'y a pas plusieurs plans, tu peux pas appeler un plan un plan. Il faut l'idée de plan pour pouvoir justement, il faut qu'il y ait une diversité de plans pour pouvoir indiquer, poser cette notion, cette norme, cette base qu'est le plan. Si vous voulez, la notion de plan n'apparaît au cinéma, n'est attribuée au cinéma qu'en 1895, pas dès les débuts. Parce qu'en fait, il faut plusieurs plans pour pouvoir poser et susciter cette idée du plan. Le mot anglais film, adopté par Thomas Edison pour désigner les pellicules impressionnées, ne s'était pas encore généralisé, notamment hors des pays anglophones. Alors évidemment, comme sur cette chaîne, on parle très souvent de cinéma d'horreur, évidemment, de cinéma fantastique également, ça me paraît important de citer une base qu'on trouve un petit peu chez Éric Dufour, au passage, philosophe grenoblois, qui a écrit un très bel ouvrage qui s'appelle Le cinéma d'horreur et ses figures. C'est juste une petite parenthèse, mais dire que le cinéma d'horreur, si vous voulez, est par essence, si vous voulez, la base, la quintessence du cinéma, c'est-à-dire le cinéma est un art d'image pure, de mise en scène. Alors c'est difficile de parler de mise en scène à proprement parler maintenant, puisque encore une fois on n'a pas non plus cette notion de plan, etc. Mais d'une certaine manière, il y a ce qui est la quintessence du cinéma, c'est-à-dire une histoire racontée par des images en mouvement. Et c'est important de noter ce mythe, parce que c'est pas vraiment si c'est vrai, et ça a été relégué en tout cas en tant que mythe, mais je trouve que le mythe est beau et intéressant et signifiant. C'est l'arrivée du train en gare de la Ciotat des frères Lumière qui suscita, dit-on en tout cas, la terreur pure, lorsque cette impression des spectateurs de voir le train débarquer dans la salle, au point peut-être de les écraser, si vous voulez, cette confusion entre l'image vraie et cette image, enfin en tout cas la vérité, la réalité, et cette image illusoire avec cette illusion du mouvement qui semble se précipiter sur nous, cette image en mouvement qu'on eût cru être la réalité, et dès lors qui a suscité la terreur absolue, la terreur pure des gens. Donc si vous voulez, la base du cinéma, c'est cette peur aussi, c'est intéressant. Nul besoin au passage de dialogue à rallonge, tout peut être dit par les images et simplement la mise en scène. Donc c'est la base du cinéma, encore une fois, c'est raconter quelque chose par le biais de l'image. Dès lors, il faudrait qu'il y ait des grandes évolutions qui vont très vite arriver. Grossièrement, entre 1895 et 1910, il va y avoir des évolutions majeures et très importantes qui vont se produire par paliers successifs. Grossièrement, de 1895 à 1902, le cinéma, par le biais de la concurrence du cinématographe des frères Lumière, va très vite passer de la vue de 50 secondes à des films en série de tableaux d'une durée grossièrement moyenne de 6 minutes, jusqu'à atteindre 13 minutes, notamment avec Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès en 1902. Il faut noter au passage que de la sortie de l'usine Lumière à Lyon au Voyage dans la Lune de Méliès, vous avez deux œuvres qui explorent, et c'est ça qui est intéressant, l'une des dichotomies fondamentales de l'expression cinématographique. Alors même si c'est un petit peu réducteur de parler de ça pour ce qui est des frères Lumière, mais le côté documentaire, alors je dirais plus vers le côté réalisme social, pourquoi pas, avec la sortie de l'usine Lumière à Lyon, qui est une sorte de captation finalement crue de la réalité. Quand même, encore une fois, c'est assez réducteur de ça, et les recherches actuellement faites un peu modifier cette vision-là, mais n'empêche que dans cette mesure, si on est relativement simple, on peut aller dans cette idée-là, qu'il y a quelque chose de ça, du documentaire
chez les Frères Lumière, ou en tout cas dans la sortie de l'usine de Lumière à Lyon. Et de l'autre côté, si vous voulez, le récit fictionnel fondé sur les acteurs, les décors, le studio, les trucages, chez Méliès, trucage issu de la prestidigitation, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, dans une certaine mesure, vous avez quelque chose chez Méliès de l'apparition, on va dire, du divertissement, du spectacle cinématographique avec tout l'éventail des genres qu'il peut proposer, de la SF au fantastique et à l'horreur. Ce sont des genres en passage qui ont été explorés par Méliès. En ce qui concerne, si vous voulez, la dimension industrielle, évidemment, Charles Pathé et Léon Gaumont vont transformer dès 1900 l'industrie cinématographique. Il faut noter grossièrement que jusqu'à 1914, les usines Pathé produisent plus de 15 000 bandes cinématographiques, de courte durée d'abord, puis supérieures à 1 heure à partir de 1910 pour atteindre 2 voire 3 heures. Donc pour continuer dans cette idée qu'on passe de l'artisanat à l'industrie à proprement parler, les années 1910 vont être, si vous voulez, la production va être marquée par cette idée de proposer des films grossièrement de 3 types de durée, des films courts, grossièrement de 8 à 10 minutes, qui sont principalement des films comiques et des films à suspense, des moyens métrages, de 45 minutes à 1 heure. On peut prendre l'exemple des films de Léonce Perrette, par exemple, on en parlera un petit peu tout à l'heure, des Mystères des Roches-Cador, par exemple, du Mystère des Roches-Cador, qui est une production Gaumont en 1912, et des métrages, si vous voulez, qui vont dépasser les 2 heures. On peut prendre les films, notamment, je pense au Germinal 1913 d'Albert Capellani, par exemple, qui dure 2h40. Souvent, c'est des opus, finalement, qui sont représentés en plusieurs épisodes, évidemment, parce qu'ils sont très longs. La période qui va précéder ensuite la guerre 1914, la Première Guerre mondiale, est également marquée par l'apparition des feuilletons, c'est intéressant aussi de le noter, qui va également clairement qui vont se développer aussi en parallèle à la radio, ou des films en série, les serials par exemple, qui sont des genres lancés par la filière Éclair, avec notamment en 1908 les exploits du détective Nick Carter, et à partir de 1913-1914, Fantomas, les films de Louis Feuillade en tout cas, chez Gaumont, qui sont adaptés des romans de Pierre Souvestre et Marcel Alain. En pareil, vous avez aussi le succès de Fantomas aussi, qui va naître la production de séries de 10 épisodes, des vampires notamment aussi, qui sont également réalisés et écrits par Louis Feuillade et distribués pendant la guerre entre 1915 et 1916, qui est un feuilleton qui se veut spectaculaire et qui a beaucoup impressionné les jeunes écrivains de l'époque, notamment Louis Aragon. Donc jusqu'en 1914, si vous voulez, la société Pathé va dominer le marché de l'industrie cinématographique naissante au niveau international, malgré le début de la concurrence des firmes américaines à partir de 1912. Malheureusement, si vous voulez, le premier conflit, la Première Guerre mondiale, va venir stopper net cette prospérité artistique française et économique et va remettre en cause la suprématie du cinéma français. Dès lors, qu'en est-il après, au sortir de la Première Guerre mondiale ? Comme j'ai dit tout à l'heure, évidemment, avant la Première Guerre mondiale, la France a quelque chose d'une hégémonie artistique d'un point de vue cinématographique. Mais au sortir de la guerre, évidemment, certes, la production française a survécu, mais les conditions, pour elle, s'avèrent nettement moins favorables, justement parce que, de l'autre côté de l'Atlantique, évidemment, les firmes hollywoodiennes ont pris beaucoup de place et deviennent très concurrentielles. Il faut quand même noter que plus de 980 métrages muets sont produits jusqu'en 1929, donc de 1918 à 1929. Notons quelques succès importants, L'Atlantique, de Jacques Feder, qui est produit par des capitaux belges, qui est un immense succès en 1921, et qui représentera cette catégorie de films colonial exotiques que l'on retrouve tout au long de la décennie, avec les productions de la SCAGL, Société cinématographique des auteurs et des gens de lettres. Casanova, de Alexandre Volkov, qui est représentatif pour sa part de la production de la société Ciné-Romance, adaptant des romans à succès et classiques. On assiste également à la naissance d'une réflexion sur l'esthétique cinématographique, comme quoi ça arrive assez vite. C'est d'abord Marcel L'Herbier qui élabore avec Louis Deluc, Germaine Dulac et Jean Epstein, qui réalisera notamment un Cœur fidèle en 1923, une école impressionniste française qui entend s'opposer à l'expressionnisme allemand, de Murnau entre autres, de Robert Wiene, de Fritz Lang, etc. Ça en avait déjà, il me semble, dans une autre vidéo, discuté un petit peu de l'expressionnisme allemand, notamment quand on a parlé du vampire, pour les podcasts qui étaient pour les L3. Donc n'hésitez pas à vous reporter à ça pour le coup, puisque j'ai pris le temps de définir l'expressionnisme allemand dans cette vidéo sur le vampire. En parallèle, l'ambition d'Abel Gance le pousse vers des grands sujets. La gloire lui vient, si vous voulez, au lendemain de l'armistice, avec notamment J'accuse en 1919, dont il réalisera une version parlante en 1938,
Et ces deux grands films muets que sont La Roue en 1923 et Napoléon en 1927, qui vont porter, si vous voulez, au paroxysme les qualités et les défauts du travail d'Abel Gance, si vous voulez. On va vraiment aller au plus loin, il va pousser le plus radicalement possible sa manière de travailler, l'expression artistique. À côté évidemment des créations de ces cinéastes, une production, si vous voulez, plus courante, très importante se développe, notamment basée sur l'adaptation évidemment de romans connus d'Eugène Sue, d'Émile Zola, L'argent notamment de Marcel Herbier en 1928, ou Victor Hugo. Ainsi va débuter, si vous voulez, des cinéastes tels que Julien Duvivier à cette époque-là, qu'on retrouvera un petit peu plus tard avec le réalisme poétique, Jean Renoir, Jacques Feder. Dès 1930, si vous voulez, la production des films muets, souvent accompagnée de musique lors des projections, est très vite supplantée évidemment par les films chantants ou parlants. Venons-en à la première séquence que j'aimerais qu'on travaille, ou en tout cas sur laquelle on va s'arrêter, et qui est un petit peu, encore une fois, à mon sens, en tout cas très représentative de l'époque dont je vous ai fait, si vous voulez, un synthétique exposé, Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès, sorti en 1902. Mais tout d'abord, avant de rentrer un petit peu dans le détail et qu'on puisse voir un petit peu la séquence qui nous intéresse, il m'intéresse de revenir très rapidement sur qui est Georges Méliès, en quelques mots, histoire de faire un petit peu le tour du personnage. Georges Méliès est avant tout un prestidigitateur. En 1896, il pratique, si vous voulez, déjà des projections de vues photographiques, mais qui sont fixes pour le coup, à l'aide d'un couple de lanternes magiques, au théâtre Robert Houdin, qu'il a racheté pour le coup et dont il est le directeur. Il va assister aux premières projections publiques des Frères Lumière, et il va en ressortir immédiatement l'idée qu'il veut faire de même, travailler sur des projections de vues animées, qui seraient pour lui d'un bien meilleur effet, et puis qui attiraient, si vous voulez, une nouvelle clientèle. Donc Georges Méliès, de son côté, va commencer à réaliser des prises de vue documentaires, comme L'Arroseur, ou L'arrivée d'un train en gare de Vincennes, contrairement aux gares de La Ciotat pour les Frères Lumière. Donc finalement, on n'est pas, je dirais pas si on est sur du remake à proprement parler, on travaille plutôt sur une question d'inspiration. Il va s'inspirer dans un premier temps des Frères Lumière. Et c'est lors d'une prise de vue qu'il va tourner Place de l'Opéra à Paris, que la caméra va se bloquer, et qu'il va pouvoir remettre en marche la caméra. Il va se rendre compte, lors de la projection, il va constater que des passants, lors de ce blocage de la caméra, semblent s'être métamorphosés. Il y a même un omnibus qui se transforme en corbillard. Et de cette erreur va naître, si vous voulez, cette première technique, ce premier truc, qui est la substitution par arrêt de caméra, chose qui va faire la renommée, ou qui va être, si vous voulez, un leitmotiv du travail de Georges Méliès. Donc si vous voulez, ce qui est intéressant pour lui, en tant que prestidigitateur, en tant que magicien, c'est qu'il va transposer, si vous voulez, la magie, la prestidigitation sur écran. Et ce qui est intéressant pour lui, c'est que, en termes techniques, c'est finalement beaucoup plus simple, c'est d'ailleurs aussi beaucoup moins onéreux, et donc c'est plus simple de basculer, en tout cas les artifices de la scène qui encore une fois jusqu'alors étaient beaucoup plus complexes à mettre en place, parce que fondamentalement la magie, la prestidigitation se fait en live, c'est un art de la scène, et de le transposer finalement dans un domaine autre qui est le cinéma, où on peut justement travailler en amont l'image pour pouvoir créer ces mêmes effets. Donc si vous voulez, le travail de Méliès, alors au-delà simplement de dire, alors je vais juste citer Georges Sadoul qui dit un truc intéressant, il dit « Ce diable d'homme invente tout en croyant seulement créer des trucs ». Bon, c'est finalement beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus riche que ça, puisqu'évidemment, Georges Méliès, au-delà de, si vous voulez, de s'amuser avec ces trucs, de pouvoir transposer ce qu'il faisait dans la magie en live avant, pour le coup, au théâtre Robert Houdin, et ben il va inventer beaucoup plus. Alors bien sûr, sur la base, il va partir en termes d'effets sur les trois familles de base en magie, qui sont la disparition, l'apparition et la substitution. Bien sûr, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup plus de familles par l'intermédiaire de Winston Frère et de ce que Dominique Vivier a pu tirer de tout ça en termes de familles d'effets. Il y en a beaucoup plus que 3, mais on part sur les 3 effets de base déjà qui sont faisables par le biais du cinéma. Mais au-delà de ces idées simplement de gimmicks, si vous voulez, de trucage, Méliès va être l'inventeur, dans une certaine mesure, du récit au cinéma, puisque c'est lui qui va poser cette base des 3 actes, dans le cadre du cinéma, encore une fois, qui existe dans le théâtre, de la dramaturgie, mais qui va être transmise au cinéma, et il va se monter un véritable auteur, notamment dans son traitement du mythe, du fantastique et de la science-fiction, parce qu'il va justement mixer dans son imaginaire des éléments archaïques, modernes, magiques et scientifiques. Et justement, ce croisement des genres vont permettre de forger la science-fiction, le fantastique, l'horreur également. Donc pas mal de genres vont émerger, si vous voulez, de ces premières structures narratives cinématographiques. Je me permets d'ailleurs de citer Fellini, pour le coup, qui dira très bien « J'exerce un métier qui me démontre en permanence que je suis un magicien ». Donc si vous voulez, il y a un lien très très fort, encore une fois, entre magie et cinéma, qui sont 2 arts très très proches
je considère même qu'ils marchent dans une certaine mesure main dans la main, puisque fondamentalement tous les processus qu'on trouve au cinéma, vous pouvez les retrouver adaptés en magie, sur la question du cadre qui va déterminer ce qui est dans le champ et ce qui est hors du champ. Fondamentalement, vous avez ça en magie, sauf que là où au cinéma vous avez un cadreur, pour être plus précis, qui va déterminer par le biais justement de son cadre ce qui est dans le champ et donc de fait ce qui est hors champ, le magicien, je parle notamment en close-up, en magie de proximité, puisqu'il y en a sur la chaîne pour le coup, c'est moi, magicien, qui vais créer par le biais de mon regard, en fait, le cadre. Tout ce que je vais regarder, le spectateur va le regarder, donc je serai dans le champ, ce sera le champ, et pour le coup, tout ce qui sera extérieur de ce que je regarde, ça va littéralement disparaître de l'horizon perceptif par le spectateur, et donc ça va devenir du hors-champ. Quand même, c'est pas du hors-champ à proprement parler. Encore une fois, c'est moi le cadreur quand je suis magicien, c'est moi qui mets la poursuite, si vous voulez, pour prendre plutôt un terme de théâtre, sur ce que j'ai envie que le spectateur regarde, et à terme, pour le coup, je vais créer ce cadre de toute pièce en live, encore une fois. C'est de la mise en scène en live, c'est du montage dans une certaine mesure en live qu'on fait lorsqu'on est prestidigitateur. Donc il y a un lien, si vous voulez, très très étroit, et au passage, Méliès n'est pas le seul à faire ces ponts entre magie et cinéma. Je pense notamment à Woody Allen, je pense évidemment à Orson Welles, etc. Donc évidemment, Méliès a quelque chose de très important, de fondamental dans le cinéma, à tel point que Scorsese dira qu'on descend tous de Méliès. Pour revenir donc maintenant au Voyage dans la Lune, qui est certainement son œuvre fondatrice, une des plus importantes, Marc Caro dit sciemment, cette image de la Lune que vous connaissez tous, c'est un petit peu la Mona Lisa, si vous voulez, du cinéma, la Joconde du cinéma. Le Voyage dans la Lune, au passage pour des choses purement techniques, est composé de 30 tableaux pour une longueur de film de 260 mètres, équivalent à une projection d'un quart d'heure, et un prix de revient de 10 000 francs or. La place de spectacle valait alors environ 50 centimes, il fallait donc que le film attire au minimum 20 000 personnes pour être rentable. Et Méliès, au passage, autofinançait ses films et ne devait rendre de compte de fait à personne, ce qui était très pratique pour lui, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il a fallu 3 mois de tournage pour pouvoir finir le film. Méliès a filmé grossièrement 1 ou 2 tableaux par semaine, le vendredi et le samedi, et passe le reste de son temps à préparer les décors, les costumes, donc c'est lui qui fait tout avec sa petite équipe, dessinant de nombreux comédiens, et Méliès va aussi faire appel à des troupes de fidèles justement, et également à des acrobates des Folies Bergères, mais également des girls du théâtre du Châtelet, des danseurs, des chanteurs de music hall, etc. Donc vous avez un mélange de tous ces corps de métier en fait qui vont se réunir, et puis Méliès aussi incarne le personnage du professeur Barbanfouilly au passage. Donc si vous voulez, il y a quelque chose encore une fois de très artisanal par rapport au côté industriel qui va progressivement se développer, alors dans un premier temps évidemment avec les Frères Lumière, mais surtout avec Gaumont et Pathé. Là on a quelque chose chez Méliès encore une fois très artisanal, on est très très proche, on est dans quelque chose encore une fois d'assez flou, finalement d'assez ambigu, entre les arts de la scène et l'art cinématographique, avec encore une fois ce lien avec la prestidigitation. Donc nous allons partir de ce premier plan extrêmement connu qui marque le début de la séquence, qui est l'obus des explorateurs qui vient progressivement s'avancer vers la Lune avant de s'enfoncer dans son œil. Ce que Caro dira encore une fois que ce plan-là est fondamentalement la Joconde de l'art cinématographique. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a une sorte de mouvement de travelling qui n'en est pas un, puisque de fait le travelling sous-entend qu'il y a mouvement de la caméra sur un rail de travelling qui va la guider. Là ici on va passer par une sorte de trucage qui va donner cette illusion du travelling, encore une fois, mais qui n'a pas de nom, qui n'est pas encore cité à l'époque, qui n'est pas théorisé. Truqué justement grâce à cette substitution par arrêt de prise de vue dont on a parlé tout à l'heure. On a cet enchaînement de substitution par arrêt de prise de vue qui donne cette illusion du mouvement, du rapprochement progressif vers la Lune. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que ça crée, dans une certaine mesure, une des bases du langage cinématographique, de la grammaire cinématographique, qu'on va retrouver très souvent dans la filmographie de Méliès. C'est-à-dire que là, on a, dans une certaine mesure, la première prise de vue subjective de l'histoire du cinéma, puisqu'ici, on regarde la Lune, on s'en approche, comme si nous étions à l'intérieur du cockpit de l'obus des explorateurs. Et dans une certaine mesure, Méliès, ici, pose les premiers jalons, parce que ces films seront vus, et en étant vus, ils seront compris, et fonderont, si vous voulez, encore une fois, ces bases du langage cinématographique que progressivement, les spectateurs vont apprendre pour pouvoir ensuite continuer dans l'évolution cinématographique grâce à ces codes de base qui font le langage cinématographique. À partir de là, et pour faire la jonction entre ces deux plans, eh bien on a un fondu enchaîné, qui paraît finalement anodin, parce que vous faites tout ça très facilement, et je le fais d'ailleurs actuellement avec ce logiciel qui est très simple, avec vos logiciels de montage, mais c'est quelque chose fondamentalement qui est pas du tout évident à l'époque, et le fondu enchaîné, évidemment, Méliès va le travailler, il est utilisé pour produire donc de fait des transitions, voire des apparitions ou des disparitions progressives.
Pour pouvoir, si vous voulez, grossièrement expliquer comment ça fonctionne, à la fin du plan, on ferme progressivement le diaphragme, la caméra est arrêtée, on rembobine de quelques images, et on refilme de nouveau en ouvrant petit à petit le diaphragme, ce qui fait qu'on impressionne une deuxième fois la pellicule. Et c'est ce qui se passe justement dans cette jonction, quand on passe de ce plan de la Lune avec l'obus dans l'œil, à l'atterrissage, à l'alunissage des personnages. Alors ce qui est intéressant de noter ici, c'est le travail artisanal de Méliès, notamment sur les décors, comme je le disais tout à l'heure évidemment. Il y avait 2 jours alloués à la prise de vue, et le reste du temps, la semaine, c'était un travail dantesque dans les studios de Méliès. Au passage, je vous conseille de voir le Hugo Cabret de Martin Scorsese, qui a très très bien, magnifiquement et sublimement reconstitué les studios dans lesquels travaillait Méliès, qui était encore une fois très indépendant, qui faisait justement ce qu'il voulait. Il avait tout son temps pour pouvoir travailler, et pour travailler de la façon dont il le souhaitait, et rendre ce qu'il souhaitait. Notons au passage, pour ce côté aussi artisanal, que Méliès va faire colorier son premier film en la même année, si vous voulez, dans l'atelier d'Elisabeth Thuillier. Et si vous voulez, c'est la version au passage qu'on est en train de voir. À cette époque, le procédé de coloriage, finalement, était un travail de fou, de malade, qui consistait, si vous voulez, à peindre les images de chaque copie, une par une. Donc l'atelier de Madame Le Thuillier, elle employait près de 200 ouvrières, et il a fallu un temps infini, si vous voulez, pour colorier les 13 795 images qui composent le voyage dans la Lune. Alors à partir de là, justement, va arriver le troisième effet, le troisième trucage, qui est fondamentalement, encore une fois, l'œuvre de Méliès, l'invention de Méliès, après la substitution par arrêt de la caméra, dont on a vu au passage quelques exemples dans la séquence, le fondu enchaîné. On arrive à la surimpression avec cette séquence du rêve, qui est procédé qui est inconnu déjà par les photographes, et qui est utilisé par Méliès pour créer des dédoublements ou d'étranges apparitions, comme ici justement dans ce passage du rêve. Quand les personnages dorment, vous avez ces sortes de fées qui apparaissent sur des astres. Donc si vous voulez, il s'agit très simplement d'impressionner plusieurs fois le même morceau de pellicule. On filme grossièrement, on rembobine et on filme de nouveau par-dessus. Un fond noir n'impressionnant pas la pellicule, il permet de réserver une zone sensible qui pourrait être à son tour impressionnée pour, par exemple, dédoubler un personnage. Et c'est ce qui se passe ici, techniquement. Et ça crée encore une fois quelque chose de très magique. Et évidemment, Méliès, au-delà de ça, va créer des tas de choses. Je vous parlais de ces bases du langage cinématographique, mais tout ce qui est d'un point de vue purement esthétique, si vous voulez, pour créer ces décors, ces maquillages qui sont absolument exceptionnels et qui sont dans une certaine mesure les premières créatures fantastiques de l'histoire du cinéma. Pour concevoir tous ces éléments-là, Méliès travaillait extrêmement profondément en amont. Il va dessiner l'intégralité des images sur des petits cartons avant de se lancer dans la création finale, dans la mise en pratique. Et là, on a ce qu'on a à faire, si vous voulez, à toutes les phases de la pré-production. Et on a l'idée du premier storyboard par le biais de Méliès. Donc c'est très important de poser ça d'abord. Et vous avez aussi tous ces effets, au-delà des 3 trucages dont je vous ai parlé, tous ces effets qui sont justement des effets de scène que Méliès va transposer à l'art cinématographique, avec encore une fois ces décors, ces personnages maquillés, ces effets pyrotechniques, qui font partie et qui font la mise en scène de Méliès. Et il va travailler ça dans son atelier de verre de Montreuil. Grossièrement, il va créer ce bâtiment, il fait environ 13 mètres de longueur, il est doté d'une petite scène et dédié à la prise de vue dès le printemps 1997. Donc il invente, si vous voulez, aussi le premier studio de cinéma. Et je vous conseille de nouveau d'aller voir Hugo Cabret de Scorsese, qui reconstitue extrêmement bien ça. Deuxième film qui nous intéresse, deuxième extrait, un extrait de Le mystère des roches de Cador de Léonce Perret, sorti en 1912, film qui affiche une durée nettement supérieure à celui qu'on vient de voir avant, le voyage dans la Lune de Méliès, puisqu'il affiche 45 minutes en compteur, comprenant un prologue, une première partie, une seconde partie et un épilogue. Alors pour rapidement raconter de quoi il s'agit, je vais faire ça très simplement, je vais pas aller dans les subtilités du récit, puisque ce qui nous intéresse vraiment c'est une séquence précise. L'histoire prend place dans la petite aristocratie bretonne. On a une jeune fille qui va hériter par testament du marquis de Kéranic une somme importante d'argent. Ce testament va stipuler que s'il arrive quelque chose à une fille, que ce soit qu'elle devienne dépendante ou qu'elle meure, alors ce serait son tuteur qui deviendrait l'héritier. Ce dernier est amoureux d'elle, malheureusement elle va refuser ses avances, elle a un amant, elle de son côté, et pour se venger, il va décider de récupérer par son amant, pour le coup le tuteur, pour se venger, va décider d'empoisonner la jeune femme et de tirer sur son amant. Les croyant morts, il s'en va. Cependant, ils sont tous les deux amoureux à la dérive, blessés, et la jeune fille va justement ressortir extrêmement choquée au point de ne plus pouvoir s'exprimer ni faire quoi que ce soit d'autre. À partir de là, au vu des progrès de la psychanalyse et des miracles que fait un certain professeur en utilisant le cinématographe,
les enquêteurs vont décider de mettre en contact la jeune femme avec ce psychanalyste qui use du cinématographe, de retourner la séquence qui l'a traumatisée par le biais d'acteurs, de lui projeter, et afin qu'elle, si vous voulez, elle trouve la réponse à l'énigme, et peut-être qu'elle retrouve la parole pour pouvoir justement confondre son meurtrier. Donc la séquence qui nous intéresse se déroule dans la seconde partie du film, la méthode du professeur Williams, qui, je rappelle, se constitue d'un prologue, d'une première partie et d'un épilogue qui se déroule lors d'un bal masqué, justement, où les masques, de fait, de manière directe, vont tomber. Donc ce qui est très intéressant dans cette séquence, c'est qu'on a un travail fondamentalement de mise en abîme. Évidemment, là, ce que vous allez voir, c'est ce qu'on voit, justement, cette jeune femme, donc qui est préparée par son amant et par le professeur, justement, à être à la projection de ce film, qui est une reconstitution, fondamentalement, du crime, par le biais d'acteurs. Ce qui est très intéressant justement, c'est que là vous avez ce double regard, moi qui regarde une personne qui regarde cet écran. À plus forte raison, cette personne, ce personnage va être plongé dans le noir, on ne voit plus qu'elle et l'écran, elle face à l'écran qui se joue devant elle, et ce drame, cette reconstitution du crime, qui une fois filmé va être projeté donc à la victime afin qu'elle retrouve la mémoire. L'idée, si vous voulez, c'est d'allier la technique psychothérapique et psychanalytique à celle des images cinématographiques. Il y a quelque chose d'assez magique, il y a quelque chose, si vous voulez, pour revenir un petit peu à quelque chose que vous verrez certainement plus tard, qu'on trouve notamment dans l'idée de Tsika Vertov, qui est de dire que la caméra révèle quelque chose qu'on ne voit pas, que l'œil humain ne voit pas. L'œil machinique révèle quelque chose par le biais de ses propriétés techniques qui sont, si vous voulez, obstruées pour l'œil humain. Et c'est justement dans cette conjonction, dans cette mutation, si vous voulez, dans cette hybridation de l'œil machinique et de l'œil humain, que va permettre, si vous voulez, qu'il va y avoir une révélation, si je puis dire. Et là, c'est de créer cette révélation par le biais de ce choc cinématographique. Le film, si vous voulez, est une thérapie mystérieuse, et là, c'est très monté, presque magique, si vous voulez. Il y a quelque chose encore une fois, de très spirituel, de très ésotérique, quoi, dans cette séquence, quasi fantastique. C'est intéressant, c'est qu'il amène dans cette transe hypnotique. C'est intéressant de voir, par exemple, comment des films comme Get Out, par exemple, récemment de Jordan Peele, utilisent justement, mettent en image, si vous voulez, cette idée de l'hypnose ou de la transe hypnotique par le biais d'un écran, encore une fois. Ce personnage qui s'éloigne de cet écran, qui est sa vie, pour le coup, qui est le réel, et qui va être plongé quelque part. Là, cette idée, encore une fois, c'est d'être confronté au réel, par le biais de cet écran. J'ajoute au passage que ce procédé justement mettant en lien cinéma et hypnose, tout en redonnant accès au traumatisme, permet justement chez Perret au cinéma de se voir conférer par sa propension à fasciner le malade, le pouvoir de faire revivre le passé. C'est ce qui me captive, ce qui capte mon attention, et c'est justement parce que cet écran capte mon attention que je vais pouvoir mettre tout en jeu sur cet écran pour pouvoir essayer de guérir mon patient. Donc cette fascination de l'image projetée produit un choc brutal qui réveille soudainement l'amnésie. Qu'est-ce qu'on voit à la fin de la séquence? On ressort encore une fois de ce personnage qui est en train de regarder un écran comme nous regardons encore une fois la mise en abîme, et qui va permettre justement ce réveil encore une fois brutal. Vous avez au passage un truc qui visuellement est intéressant, on est aussi dans du cinéma muet, vous avez encore une fois un surjeu évident, du muet, on parlait ça justement dans l'expressionnisme allemand évidemment. Je vous réindique d'aller voir la vidéo sur le vampire, puisqu'on en a parlé un petit peu justement à cette occasion-là. Et on a cette idée, effectivement, que vous avez justement pour pouvoir comprendre les émotions, puisqu'encore une fois il n'y a pas de parole, il y a juste ces intertitres, ces cartons qui permettent justement de poser quelques dialogues, mais pour pouvoir faire ressentir les émotions, on va aussi également jouer énormément sur le clair-obscur. Vous avez vu le visage de cette jeune femme qui ressort énormément dans ce fond totalement noir avec cet écran. C'est fondamental, il y a un dialogue entre les deux qui se crée. Justement, on va tout, encore une fois, exacerber visuellement, graphiquement, pour pouvoir faire comprendre, encore une fois, les émotions du personnage à celui qui regarde. Au passage, le thème de l'amnésie parcourt le cinéma de l'époque. Vous avez ça chez Louis Feuillade dans ses feuilletons. Évidemment, pour sortir de la France, vous avez ça dans le cabinet du Dr Caligari, de Robert Vienne en 1920, qui est quand même, encore une fois, pour venir à l'expressionnisme allemand, une des œuvres les plus importantes, post-1918 du fantastique. Vous avez les œuvres de Fritz Lang, également aussi, avec le personnage du Dr Mabuse, qui est spécialiste en hypnose et en manipulation. Et puis, c'est des choses qu'on verra, ça traite aussi, ça fait encore, cependant, celui de la magie, et de l'art de la manipulation, et de l'art du mensonge. Le cinéma, c'est ça, c'est l'art du mensonge, de mentir. L'art de mentir au sens où moi, spectateur, suspends mon jugement, c'est la suspension consentie d'incrédulité, je suspends volontairement mon jugement devant un film pour accepter le mensonge qu'on va me servir le temps du film.
Vous avez un autre exemple d'un autre film qui travaille justement, qui traite de cette mise en abîme, où on voit des personnages regardant un écran, mais c'est travaillé encore de manière encore plus perverse et plus tordue, qui est le Angoisse de Bigas Luna. Je vous conseille très très fortement de découvrir aussi sur notre relation à l'image, à quel point elle capte notre attention. Mais il y a ce côté qui est très intéressant chez Bigas Luna, ce n'est plutôt l'inverse. Là on a quelque chose de plutôt thérapeutique. Chez Bigas Luna, au contraire, l'écran est une arme proprement parler, quelque chose qui permet de rendre fou, de faire sombrer dans la folie l'individu, d'être finalement anti-thérapeutique.